Alors, j'espère que vous suivez avec passion cette épopée cousigouienne, chapitre 20. Les varioleux et la fiction immunitaire. Nous avons déjà exposé qu'il n'y a que des malades. Mais admettons pour l'étude des statistiques Nalvaxi la réalité des entités nosographiques, maladies. Dès lors, il faudrait aussi s'étendre sur les preuves établissant leurs diagnostics respectifs, c'est-à-dire préciser leur entité sémiologique. La sémiologie, comme précisé dans la dernière capsule, c'est donc l'étude des symptômes, symptomatologie, on pourrait dire. Classiquement, on distingue encore surive, bactéries et moisissures, et on admet qu'à la guérison clinique, disparition des symptômes, les microbes pathogènes ont été anéantis par les prétendus phagocytes. Alors si on dit prétendu, c'est justement parce qu'il n'y a pas de phagocytose, vous l'avez compris. Ce qui fait que la symptomatologie de la maladie réelle est tronçonnée a priori en 3 études, virose, bactériose, mycose, qu'on voudrait étrangères l'une à l'autre, comme si l'on étudiait séparément l'étude de la chenille, celle de la chrysalide et celle du papillon, l'étude du gland et l'étude du chêne qui en provient, etc. La maladie réelle qui comporte, ainsi que nous l'avons déjà exposé, 3 phases de métamorphose, virose, bactériose, mycose, et par suite 3 phases sémiologiques, c'est-à-dire diagnostiques, n'est donc pas diagnostiquée dans son ensemble, dans son entité sémiologique réelle. Parce que si on porte un diagnostic sur une bactériose, le diagnostic sera différent sur la mycose. Et pourtant, c'est l'évolution du même microbe. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on suit les idées de Jules Tissot, d'accord. Rien ne sert donc de jongler avec les statistiques actuelles, favorables ou défavorables, parce qu'elles sont basées sur des prémices fausses. Mais même établies de cette façon, un professeur de statistique et d'hygiène sanitaire de Berne, en Suisse, où il enseigna de 1877 à 1894, a fourni la démonstration mathématique qu'une personne ayant eu une fois la variole était 63% plus susceptible d'en souffrir encore lors d'une épidémie ultérieure qu'une personne qui n'en avait jamais été victime. Et ce statisticien de métier, le professeur Adolf Vogt, concluait : ceci justifie notre affirmation que la théorie de l'immunité par une attaque antérieure de variole, petite vérole, que ce soit la maladie naturelle ou la maladie produite artificiellement, doit être reléguée au royaume de la fiction. La théorie de l'immunité basée sur une constatation empirique d'une infection fatale ne récidive apparemment pas, est en effet du royaume de la fiction, et aucun test scientifique n'apporte la preuve de son exactitude. Il est facile pourtant de démontrer que, contrairement aux apparences, toutes les maladies hétérogènes, après leur phase fermentative, bactériose, ont une phase mycélienne ou chronique qui peut être entrecoupée, même des années après la guérison clinique, par d'autres phases fermentatives qui n'auront pas toujours la même symptomatologie que la première, parce qu'elles ne se développeront pas nécessairement dans le même tissu ou la même région organique. Un exemple frappant est celui des varioles sans éruption cutanée apparaissant chez les Cinevac, qui obligent les Natter-Vaxi à admettre que leur prétendue immunité ne joue pas dans tout l'espace intra-organique et à la localiser au tissu cutané. Immunité cutanée, disent-ils, mais qui n'est pas très efficace puisque l'on reconnaît l'existence de varioles oculaires chez les Cinevac. Les formes pulmonaires de variole ont été reconnues au cours d'épidémies récentes, à Vannes, et la semaine des hôpitaux de Paris du 20 octobre 1962, analysant un article de S. Ratner, paru à Moscou dans Klinitcheskaya Medizina, du 4 avril 1962, précise ce qui suit. Les résultats des observations durant une demi-année avec radioscopie répétée des poumons, les investigations sérologiques ont amené les auteurs à conclure qu'il s'agissait de varioles, sans éruption cutanée, mais avec atteinte pulmonaire. Cette forme de variole chez les sujets Cinevac est proposée d'être nommée forme pulmonaire de variole,
en opposé de varioloïdes, où est présente une éruption papulaire de la peau. Papulaire. L'immunité, après avoir été réduite dans le temps de la vie post-Nalvaxi, à 11 ans, 3 ans, puis à peine quelques mois, voit également son existence réduite considérablement dans l'espace intra-organique. Dans notre livre « L'immunité n'existe pas » en étudiant plusieurs maladies, nous avons démontré que sur le terrain des statistiques, établies pourtant sur des Cinevac bénéficiant de mesures d'hygiène suffisantes par elles-mêmes pour prévenir les maladies, les partisans des nations vaxi ont très souvent tort, et nous allons montrer que l'immunité Nalvaxi n'existe pas et est illusoire, notamment en ce qui concerne la variole. La variole est déterminée par la nutrition et le développement du suri variolique dans l'espace intra-organique du malade et durant la vie temporelle de celui-ci. Origine des suri varioliques. Le suri variolique ne tire certainement pas son origine d'un germe dit de l'air, et les pasteuriens, comme l'a fait remarquer Claude Bernard, n'ont jamais démontré l'existence de ces germes. On pourrait, comme ils le font pour les microzymas de Béchamp, leur poser leur fameuse question. Ces germes de l'air sont-ils éternels ? Mais ce serait se placer dans le domaine de la métaphysique, où ils semblent se complaire. Et pour quelle raison n'admettrait-il pas que le suri variolique, comme tout surive, tire son origine du milieu intra-organique d'un être humain, animal ou végétal, autrement dit, d'une sorte de germe anatomique, d'un germe de l'intérieur, au lieu d'un germe de l'extérieur, air. Le surive variolique provient certainement d'une cellule, végétale, animale ou humaine, mais quelle est cette cellule natale et quel savant la découvrira-t-il ? Le professeur Tissot, en 1926, avait pensé que c'était la cellule végétale de la pomme de terre, mais en 1946, CF, troisième volume de sa méthode de recherche des sources originelles des microbes, il a reconnu que cette première détermination était fausse. Le problème reste donc posé, et les biologistes du monde entier doivent s'efforcer de la résoudre rapidement, parce qu'il est évident que le jour où l'on connaîtra la cellule natale du surive variolique, une cellule végétale sans aucun doute, la prophylaxie de la variole sera beaucoup plus facile à réaliser de façon efficace. Contagion ? Elle doit se faire surtout par l'aliment dont les cellules dégénérées sont la source originelle du surive variolique, aliment virus de Tissot. Mais le surive, une fois libéré de sa cellule natale, de sa matrice protoplasmique, va avoir une vie autonome, se nourrir dans l'eau, la terre, et il peut être même transporté dans l'air par de la terre fine, poussière, qui est soulevée par le vent, ou par un autre élément sustentateur. Une étude récente sur la contagiosité de la variole faite à Madras, en Inde, a donné des résultats surprenants. Alors, cette étude publiée par le bulletin de l'Organisation mondiale de la maladie a prouvé qu'un seul des 38 échantillons d'air examinés a donné une culture positive, bien que l'air filtré et recueilli selon des procédés ultramodernes ait été pompé à proximité immédiate des varioleux d'un hôpital de Madras et à divers stades de leur maladie. La contagiosité variolique par l'air est donc loin d'être aussi fréquente qu'on voudrait nous le faire croire. Et heureusement pour les hommes, les surives n'ont pas pour source originelle les germes de l'air, sans quoi les surives varioliques pourraient provenir de l'air des pays du monde entier et contaminer constamment. Des épidémiologistes admettent que les varioleux ne sont pas contagieux au cours de la période fébrile pré-éruptive, d'autres qui le sont. Mais de toute façon, les biologistes modernes ne savent pas encore cultiver les surives et les transformer en moisissures plus facilement identifiables, comme une plante se reconnaît mieux de sa graine, comme le faisait Taxis dès 1885 et Tissot dès 1926, en utilisant une meilleure technique. À la fin du chapitre 20, la propriété du surive, c'est de rentrer et de sortir de la cellule. C'est tout à fait normal puisqu'il en est le bâtisseur, comme vous le savez. Comme la biologie, la science moderne, n'observe pas du tissu vivant mais du tissu mort,
on occulte totalement toute la dimension dynamique du vivant. Et de ce fait, il est évident que quand on voit un microzyma à côté d'une cellule, il est facile d'interpréter ensuite, de faire des hypothèses et d'interpréter ce microzyma comme étant un agresseur de la cellule, un intrus. Ah oui, parce qu'on n'a pas, je vous dis, la dimension du vivant, réel, hein, in situ, in vivo, comme on dit. Donc voilà, toute la problématique, elle est là, sans compter les protocoles utilisés en biologie, n'est-ce pas? Je vous les rappelle pas, vous avez certainement entendu parler de ces protocoles. Et on appelle ça de la biologie ensuite. Donc de toute façon, on est d'accord là sur le fait que les surives sont des microzymas polymorphes, je mets entre guillemets, voilà, qui sortent, bien entendu, de la cellule. Faudra pas non plus trop exagérer. Exagérer, voilà. Fin de la séance. Que ceux qui ne sont pas d'accord sortent. Pas un mot, pas un doigt, pas une question, pas un commentaire. Y a quelqu'un ?